Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur l'industrialisation du continent, avec un dossier consacré aux obstacles à ce processus d'industrialisation. En programme également de cette émission, attentat terroriste en Tunisie dans une zone touristique. Le bilan provisoire fait état d'au moins 38 morts. Et l'Afrique du Sud envisage de quitter la Cour pénale internationale après la polémique autour du président soudanais Omar el-Béchir. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Mohamed Ly, vous êtes président de l'IPOD, Innovation politique et démocratique au Sénégal. Bienvenue. Merci, bonjour Fanny. Et avec nous également nos éditorialistes, Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à nos téléspectateurs. Et Gracien Okindikiza, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. La Tunisie a donc été à nouveau victime d'un attentat terroriste ce vendredi. Comme pour l'attaque du musée du Bardo, il s'agit cette fois également d'un lieu touristique. Les assaillants ont visé un hôtel de la ville balnéaire de Sousse. Le bilan provisoire fait état d'au moins 38 victimes. Awa Barkala. La Tunisie, de nouveau face aux ravages du terrorisme. Une fusillade a éclaté en fin de matinée ce vendredi 26 juin dans 2 hôtels de Sousse, ville hautement touristique en Tunisie. Selon un bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, 37 morts et une trentaine de blessés sont à déplorer. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas intérêt que nous, Africains, que nous, Méditerranéens, réussissions la transition démocratique. Il faut qu'il n'y ait qu'un seul État démocratique en sud et est de la Méditerranée, c'est tout. Un des terroristes ayant fait irruption dans l'hôtel aurait été tué et le second aurait pris la fuite. Et je ne sais pas jusqu'où ça va continuer, les complicités dont ils bénéficient. Ça me rappelle un 25 juillet, il y a 2 ans, quand mon collègue député comme moi, à l'époque, a reçu 14 balles dans le corps pour qu'on arrête le processus de démocratisation en Tunisie. En mars 2015, les attentats du musée du Bardo avaient fait 22 morts. L'État islamique avait revendiqué cette attaque au musée national. Pour le moment, aucune revendication n'a été faite pour cette fusillade. En mai 2013, dans la même ville, un kamikaze s'était fait exploser sur une plage de Sousse sans faire de victimes. Mohamed Ly, peut-être une première réaction à cet attentat ? De la consternation, vraiment le peuple tunisien, je trouve qu'il ne mérite pas ce qui lui arrive, d'autant plus comme on le dit dans l'élément, c'est le pays maghrébin aujourd'hui, le pays arabe dans lequel un processus de démocratisation est le plus avancé et avec un islam vraiment très modéré qui aurait pu être vraiment un exemple, une vitrine dans toute cette région-là pour aider le monde moderne aujourd'hui à attirer les autres pays vers un processus de démocratisation. Il faut dire, c'est le pays de Bourguiba, le respect des femmes. Pour avoir fait beaucoup de pays arabes comme nous tous aussi, la Tunisie avait quelque chose de très attrayant, de très séduisant, et il le garde encore, et a réussi son printemps arabe qui s'est dégoupillé dernièrement avec des élections vraiment démocratiques. Et je trouve vraiment, en plus du côté humain de ces morts, de cette atrocité, de cet islam qu'il faut dénoncer, qu'il y a quelque chose quand même vraiment de malheureux à ce que ça s'acharne toujours sur le peuple ami tunisien. Et tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est d'être solidaire avec eux en tant qu'Africains, panafricains, et aussi de les exhorter à bander les muscles, comme d'autres pays, à pouvoir faire face à toute la communauté africaine et internationale, face à ce terrorisme islamique. Jean-Marie, encore une fois, c'est une zone touristique qui est visée. Ce sont les Occidentaux qui sont ciblés ? Plus ou moins, je pense que ce ne sont pas exclusivement les Occidentaux. Dans le cas de la Tunisie, comme il vient de le dire notre invité, la Tunisie, c'est un pays qui a toujours été un pays en avant sur la démocratie. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le fait que, vous vous souvenez que la parenthèse qu'il y a eu avant les dernières élections, vous avez quand même des réminiscences, c'est-à-dire des mouvements islamistes qui y résidaient toujours à l'intérieur de la Tunisie. Donc, dès l'instant que la Tunisie se remet quand même sur pied et commence à stabiliser les choses. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez, si vous voulez, une stratégie qui est une stratégie, si vous voulez, d'instauration de la, comment dirais-je, une stratégie de la terreur, c'est-à-dire qui tombe sur la Tunisie. Et avec, si vous voulez, une accentuation du fait que
la Tunisie est limitrophe avec la Libye. Donc à partir de là, tout ce qui se passe en Libye, et comme l'État, si vous voulez, est relativement affaibli à l'intérieur de la Tunisie, ça vise aussi les étrangers de manière en sorte qu'on coupe, c'est-à-dire les islamistes savent très très bien que si on coupe, si vous voulez, les recettes internes, c'est-à-dire c'est un affaiblissement de l'État qui est visé en fait. Le fait que sur une année, la Tunisie a par exemple perdu 25,7% de touristes et tout, et en recettes extérieures, en devises, c'est énorme encore, ils ont perdu quoi? Ils ont perdu pratiquement 27% des recettes en devises. Donc ça voudrait dire que c'est l'affaiblissement de l'État et l'affaiblissement économique qui est visé là-dessus, concernant les mouvements, que ce soit l'État islamique, que ce soit le Daesh, sur toute la zone. Gratien, une nouvelle attaque, est-ce que cela traduit la faiblesse des moyens de sécurité tunisiens face à cette menace terroriste? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il faut considérer que cette attaque s'est passée en même temps qu'une autre attaque en France. On parle aussi d'une autre attaque au Moyen-Orient. On est dans le cadre de, disons, pour les islamistes qui sont proches de Daesh, dans le cadre de la célébration de l'anniversaire. C'est la première année, disons, de création de l'État islamique. Cela peut se passer dans plusieurs pays. Et ce qu'on voit, ce sont deux individus armés de Kalachnikov, qui tirent sur les touristes. On peut essayer de prendre toutes les mesures, même les pays les plus vraiment mieux organisés comme les États-Unis. On a beaucoup de tirs, on a beaucoup d'attaques. On ne peut pas éviter qu'un individu puisse acquérir une arme, puisse tirer sur les gens. On peut éviter que des groupes le fassent, mais c'est très difficile de le faire. Pour question d'individus, il faudra essayer vraiment d'aller, non pas question de contrôler les mouvements des gens, mais surtout dans le renseignement pour voir surtout les réseaux dormants, parce que ces gens, ce sont des terroristes qui auraient dû regagner la Syrie, l'Irak, qui n'ont pas pu le faire, et aujourd'hui qui le font là où ils sont, parce que Daesh demande à ce qu'ils le fassent localement. Donc c'est ça le problème qui se passe aujourd'hui. Très rapidement, hein, Mohamed. Oui, mais bien sûr, parce que le côté prévisionnel donc, de ces attaques-là, comme vous dites, on n'est pas en science-fiction. Même les pays les plus armés ne peuvent pas vraiment faire face. Et juste pour finir, pour dire, comme l'a dit Jean-Marie, c'est vraiment très stratégique. Ces gens-là, ils sont à un niveau de réflexion très fort. Effectivement, ils cherchent un État faible, et en Tunisie, on ne peut pas mieux faire que de frapper en plein fouet dans le tourisme. Et frapper le tourisme, c'est frapper leur économie. Et vous me permettrez de dire, par rapport à cela et en solidarité, on doit tous dire Tunisie, on y va. Merci. Dans l'actualité également, l'Afrique du Sud envisage de quitter la Cour pénale internationale, et ce après la polémique sur la visite à Johannesburg pour le sommet de l'Union africaine du président soudanais Omar el-Béchir, recherché pour génocide. Le gouvernement sud-africain est accusé d'avoir permis son exfiltration à Ouabakala. L'information est arrivée par le ministre de la Justice. L'Afrique du Sud envisage de remettre en question sa collaboration avec la Cour pénale internationale. Le retour du président Omar el-Béchir au Soudan sans avoir été inquiété par les autorités sud-africaines cristallise les tensions entre la CPI et le gouvernement sud-africain. Des accusations de viol de la Constitution et des engagements internationaux de l'Afrique du Sud sont portés contre le gouvernement du président Jacob Zuma. Malgré notre adhésion à la CPI, en signant le statut de Rome, l'Afrique du Sud doit trouver un équilibre entre ses obligations envers cette Cour et ses obligations envers l'Union africaine, ainsi qu'envers des pays avec lesquels elle a signé des accords internationaux. Les conditions d'exfiltration du président soudanais font d'ores et déjà l'objet d'une enquête, mais le retrait du statut de Rome reste encore une des nombreuses options qu'étudie le gouvernement sud-africain. Peut-être que si la demande était venue des Nations Unies, les choses se seraient passées autrement. Mais là, pour le coup, ils n'ont rien fait pour empiéter sur la justice internationale, mais que simplement ils respectaient aussi le droit continental, en tout cas de l'extraterritorial de l'Union africaine. Le contexte extraterritorial du sommet de l'Union africaine reste la ligne de défense majeure des avocats du gouvernement. Une enquête diligentée par le gouvernement sur les conditions de départ du président soudanais Omar el-Béchir doit être rendue publique ce vendredi 26 juin. Mohamed Ly, d'après vous, ce n'est pas une décision extrême de vouloir quitter la Cour pénale internationale ? En tout cas, ils initient une réflexion qui va être faite et qui sera demandée par l'opinion publique africaine, toutes les sociétés civiles dans la plupart des pays. Parce que la CPI, d'abord, il faut dire, elle est très controversée. Elle a quelque chose de dérangeant, elle ne juge que des présidents africains. À ce qu'on sache, dans le monde contemporain, les choses les plus viles, les guerres les plus injustes n'ont pas été menées qu'en Afrique et par des présidents africains. Donc moi, je m'arrêterai juste à l'exemple irakien. Nous
nous avons su, en plus, qui a induit la réaction des Nations Unies et des alliés américains sur la base de mensonges, on peut le dire clairement, parce qu'aujourd'hui c'est documenté. Donc l'Afrique du Sud aujourd'hui nous invite à une réflexion très sérieuse, où la CPI effectivement se remet en question, revoit ses missions et élargit son centre d'action, son spectre d'action, c'est-à-dire qu'on ait une impression d'être dans un monde où la justice va avec l'équité, ou par ailleurs, malgré la signature de l'accord de Rome, donc les États africains, surtout sur la poussée de la société civile, parce que la société civile africaine, elle est plus choquée que nos politiques par rapport à la signature de l'accord de Rome et à l'inscription des pays africains à faire juger donc, leurs dirigeants au niveau de la CPI là. Moi, j'étais un fervent défenseur de la CPI et de notre adhésion dedans, parce que nos justices nationales et internes ne sont pas vraiment partiales et équitables, mais aujourd'hui, la question se pose, je la trouve légitime et ma religion n'est pas faite sur ce sujet-là. Ce qui m'embête, c'est que tout le monde sait que c'est le ministre de la Justice du Sénégal qui a demandé l'arrêt de El Bachir, oui, en Afrique du Sud, je le dis. C'est assez troublant dans une Union africaine. El Bachir, il n'est pas question qu'on passe à pertes et profits ces 300 000 morts, mais si on parle de la guerre en Irak, comme on en parlait en off tout de suite avec nos invités, c'est quand même beaucoup plus important et il y a un soupçon ou un goût d'inachevé et c'est dérangeant. Donc l'Afrique du Sud met le pied plein dans le plat pour qu'on puisse en débattre. Gratien, mais quand même, quand il s'agit de l'Afrique du Sud, là, avec toute la polémique qu'il y a eu, notamment la décision de justice qui dit que bon, du coup le gouvernement sud-africain a violé la Constitution, est-ce qu'il n'y a pas une manière de déplacer le débat ? Oui, d'abord, je vais répondre sur ce que vient de dire notre ami Mohamed. C'est que, en fait, en Afrique, je pense qu'en Afrique, les peuples réclament vraiment que la CPI fasse justice. La CPI, parce qu'on a des justices qui dépendent des pouvoirs. On a des pouvoirs qui instaurent, plusieurs pouvoirs qui instaurent la violence. Or, les peuples réclament cette justice et c'est la CPI qui peut le faire. Pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup plus de casques bleus en Afrique? C'est parce qu'il y a des conflits en Afrique. Pourquoi il y a des conflits en Afrique? C'est parce qu'il y a la corruption, il y a la violence, il y a les présidents qui veulent rester au pouvoir. Donc, il n'y a personne qui peut les juger, sauf la CPI. Pour moi, et d'ailleurs, je pense que pour beaucoup de sociétés civiles en Afrique, il faut, tant que les Africains n'ont pas quelque chose pour juger ces présidents, il faut que la CPI fasse son devoir. Le président soudanais, il est accusé de crimes au Soudan. Il y a d'autres présidents qui ont été accusés. Il faut vraiment que le cours continue. Revenons à votre question concernant l'Afrique du Sud. Bon, il y a deux débats. Il y a le débat d'abord de ces pays. Est-ce qu'il fallait arrêter le président soudanais? Ça, il fallait le faire parce qu'ils ont signé les accords. Mais concernant à l'intérieur de l'Afrique du Sud, la justice sud-africaine était en train d'enquêter et le pouvoir sud-africain l'a exfiltré par une base militaire. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a le pouvoir, il y a le juridique qui doit dominer, qui doit être à côté du pouvoir exécutif. Or, on a vu que c'est surtout l'exécutif qui a empêché que la justice juge qu'il soit extradé. Jean-Marie, que pensez-vous de cette volonté, ou en tout cas que l'Afrique du Sud envisage de quitter la CPI? Je pense que la CPI, je serais plutôt, c'est-à-dire au vu des deux exposés qui viennent d'être faits par mes collègues, je suis plutôt du camp de Mohamed, tout simplement pourquoi? Parce que la CPI, si vous voulez, il y a des exceptionnalités. Dans le droit, il ne doit pas y avoir d'exceptionnalité. Soit le droit s'applique dans toute sa quintessence, si vous voulez, à tous les États de la même manière. Concernant la question de savoir est-ce que qu'est-ce que j'en pense là-dessus? Je me dis tout simplement que les Africains sont capables de se juger eux-mêmes. Il ne faut pas que nous restions toujours dans l'infantilisme. C'est pour ça que j'adhère beaucoup plus, si vous voulez, à la position de Mohamed, dans la mesure où on sait très bien qu'en Afrique, aujourd'hui, là, si je prends la question de l'Afrique du Sud a signé le traité de Rome. Mais vous avez l'article 982 du traité, de ce fameux traité de Rome-là, qui stipule que la CPI ne doit pas demander à un État d'arrêter un président sur son territoire. C'est stipulé clairement. Et l'Afrique du Sud s'est retrouvée dans une position contradictoire. N'oubliez pas qu'en 2009, l'Union africaine a signé, comment dirais-je, une résolution qui préconisait que
les pays africains, c'est-à-dire abandonnent, c'est-à-dire quittent la CPI en tant que telle. Ça date de 2009, ça ne date pas, si vous voulez, d'hier. Donc, à partir de là, l'Afrique du Sud se retrouve, si vous voulez, en contradiction entre ses obligations internationales vis-à-vis de la CPI et entre ses obligations vis-à-vis... C'est ce que le ministre, si vous voulez, Geoffrey Radebe a exposé, si vous voulez, se retrouve en contradiction entre les prérogatives de la CPI et les prérogatives de l'Union africaine. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'Afrique du Sud? Ce qu'a fait l'Afrique du Sud, c'est tout à fait logique de mon point de vue, parce que, je dis encore, l'article 982 du traité de Rome, c'est-à-dire n'autorise pas un État à arrêter un président sur son sol. C'est clair, c'est net. 2 mots, hein. Très rapide. Très rapidement, c'est que ce qui se passe en Afrique, on voit bien qu'il n'y a pas de mécanisme pour juger les Africains, les présidents africains, donc on ne peut pas empêcher la CPI de les juger. Deuxième chose, c'est que ces États ont signé le traité de Rome. C'était bien clair, c'était bien écrit, ils ont signé tout le traité. Et donc, celui qui l'a signé, il doit essayer de s'exécuter. Concernant cet article, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui s'ajoute en disant que il faut qu'il y ait certaines conditions qui posent des problèmes entre les États. Donc, non, c'est clair, l'article merci, est clair. on va s'arrêter là. Merci. Juste une obligation de signaler... Merci, c'est terminé. Merci. Nous allons marquer une courte pause. L'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom.